Le contrat de travail peut être défini comme étant un contrat par lequel un travailleur s'engage à fournir une prestation de travail contre rémunération et ce sous l'autorité d'un employeur. La réglementation applicable au contrat de travail est la loi du 3 juillet 1978. L'objectif du législateur, en adoptant cette loi, était de coordonner et d'harmoniser les législations relatives au contrat de travail. En effet, cette loi réglemente tant le contrat de travail d'ouvriers et d'employés, de représentants de commerce, de domestiques, d'occupation d'étudiants et de travailleurs à domicile. Il existe d'autres types de contrats de travail qui sont réglementés par des lois particulières. Prenons l'exemple du contrat de travail d'intérimaire qui est réglementé par la loi du 24 juillet 1987 ou le contrat de travail du sportif qui est régi par la loi du 24 février 1978. La spécificité du contrat de travail est qu'il contient 3 éléments essentiels, à savoir la prestation de travail, l'octroi d'une rémunération et le lien de subordination entre le travailleur et l'employeur. En ce qui concerne la prestation de travail, celle-ci est la raison première qui amène les parties à conclure un contrat de travail. En contrepartie de cette prestation de travail, le travailleur perçoit une rémunération qui constitue le second élément essentiel au contrat de travail. À cet égard, la Cour de cassation a spécifié que la rémunération doit découler d'un accord entre les parties sur le montant du salaire. Dans le cas contraire, il n'y a pas de contrat de travail. Enfin, le dernier élément constitutif du contrat de travail est le lien de subordination entre le travailleur et l'employeur. Ce lien est l'élément le plus caractéristique du contrat de travail, mais également le plus difficile à cerner. C'est ce critère qui doit permettre de distinguer le contrat de travail à d'autres contrats, comme le contrat d'entreprise, qui, à la différence du contrat de travail, ne crée pas de lien de subordination entre les co-contractants. Le lien de subordination suppose l'existence d'un pouvoir de direction accordé à l'employeur. La loi sur le contrat de travail énonce en ce sens que le travailleur a l'obligation d'agir conformément aux ordres et aux instructions qui lui sont donnés par l'employeur, ses mandataires et préposés en vue de l'exécution du contrat. Selon la Cour de cassation, le lien de subordination, qui est la caractéristique du contrat de travail, existe dès qu'une personne peut, en fait, exercer son autorité sur les actes d'une autre personne. Par conséquent, il ne faut pas en plus que l'autorité soit exercée de manière constante. Ces 3 éléments sont à ce point essentiels que la jurisprudence a créé une théorie appelée l'acte équivalent à rupture, afin d'assurer le respect de ceux-ci. En effet, l'acte équivalent à rupture est un acte par lequel une partie manifeste sa volonté de ne plus respecter les éléments constituant le contrat de travail. Pour ce qui a trait à la formation du contrat de travail, 4 conditions doivent être remplies pour que le contrat soit valide. Il faut qu'il y ait le consentement du travailleur et de l'employeur sur la conclusion du contrat de travail. Le travailleur et l'employeur doivent avoir la capacité de conclure un contrat de travail et l'objet et la cause du contrat de travail doivent être licites. Le contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée, indéterminée, pour un remplacement ou pour un travail nettement défini. Il est utile de souligner qu'un contrat de travail ne peut pas être conclu à vie. Le contrat de travail à durée déterminée est celui par lequel les parties conviennent qu'il prendra fin à l'échéance d'un terme fixé lors de l'engagement. Selon la définition qu'en donne la Cour de cassation, un tel contrat suppose nécessairement l'indication dans le contrat d'un jour déterminé ou d'un événement devant se produire à une date fixe, après lequel les parties sont déchargées de toutes leurs obligations réciproques, sauf tacite reconduction.
Le contrat à durée déterminée doit, pour être valide, être constaté par écrit et être rédigé au plus tard au moment de l'entrée en service du travailleur. Si à l'échéance du terme les parties continuent d'exercer le contrat, celui-ci sera soumis aux mêmes règles que le contrat conclu pour une durée indéterminée. Comme le contrat à durée déterminée, le contrat pour un travail nettement défini est affecté d'un terme. Cela étant, la date est ici incertaine puisqu'il constitue par l'achèvement du travail confié au travailleur. Ce type de contrat suppose qu'au moment de l'engagement, le travail à exécuter soit décrit de manière suffisamment précise quant à son objet et à son ampleur pour que le travailleur soit en mesure de déterminer à quel moment son contrat prendra fin. Pour ce qui est du contrat de remplacement, celui-ci est un contrat par lequel un travailleur est engagé pour remplacer une autre personne, donc un autre travailleur, dont l'exécution du contrat est suspendue. La cause de cette suspension importe peu, incapacité de travail, vacances annuelles ou autres. Cela étant, la durée du contrat de remplacement ne peut excéder 2 ans. Enfin, le contrat à durée indéterminée se définit comme étant un contrat qui n'est pas affecté d'un temps ou d'un terme précis. Toutefois, chaque partie pourra décider à tout moment d'y mettre fin moyennant le respect d'un délai de préavis. La conclusion d'un contrat de travail entre un travailleur et un employeur entraîne, tant pour l'employeur que pour le travailleur, un certain nombre d'obligations. En effet, dans l'exécution de son contrat de travail, le travailleur est tenu de se conformer à des obligations légales. Celles-ci sont notamment le suivi des instructions de l'employeur, l'absence d'activité concurrentielle à l'égard de l'employeur. Le travailleur ne peut divulguer les secrets de fabrication ou tout élément jugé confidentiel. Il doit s'abstenir de tout ce qui pourrait nuire soit à sa propre sécurité, soit à celle de ses compagnons, de l'employeur ou des tiers. Le travailleur doit également restituer en bon état à l'employeur les instruments de travail ainsi que les matières premières restées sans emploi qui lui ont été confiées. Par ailleurs, le travail en tant que tel résultant du contrat étant un contrat in situ personae, le travailleur doit exercer personnellement le travail qui lui a été confié. En ce qui concerne les obligations de l'employeur, la conclusion d'un contrat de travail entraîne un certain nombre d'obligations dans son chef de nature conventionnelle, réglementaire ou légale. La loi sur le contrat de travail dispose notamment que l'employeur a l'obligation de faire travailler le travailleur dans les conditions, au temps et au lieu convenus. L'employeur doit également veiller, en bon père de famille, à ce que le travail s'accomplisse dans des conditions convenables au point de vue de la sécurité et de la santé du travailleur. Enfin, l'obligation de payer la rémunération aux conditions, au temps et au lieu convenus doit être respectée par l'employeur. Le contrat de travail peut être rompu, d'une part par les modes généraux d'extinction des obligations prévues par le droit commun, et d'autre part selon les modes prévus par la loi du 3 juillet 1978. Il est utile de souligner qu'une nouvelle loi est entrée en vigueur, la loi du 26 décembre 2013. Cette loi modifie les anciennes réglementations en la dite matière en instituant un statut unique pour les employés et les ouvriers. En outre, cette loi a également modifié certaines dispositions relatives au délai de préavis, aux jours de carence, à la clause d'essai, ainsi que le remplacement du licenciement abusif par le licenciement manifestement déraisonnable. Les modes de cessation du contrat de travail relevant du droit commun sont d'une part la résiliation du contrat
de commun accord, la résolution judiciaire, la force majeure, la condition résolutoire, l'échéance du terme ou le décès du travailleur. Les modes de cessation du contrat de travail prévus par la loi sur le contrat de travail sont les suivants. Il y a notamment l'expiration du terme, l'achèvement du travail en vue duquel le contrat a été conclu, la volonté d'une des parties, la mort de l'employeur, le licenciement, la démission ou tout simplement le licenciement pour motif grave. Il est utile de souligner que bien que l'employeur et le travailleur ont la possibilité de résilier unilatéralement le contrat de travail, le licenciement par l'employeur peut se produire pour une raison qui n'est ni liée à la capacité ou au comportement du travailleur, ni aux nécessités de l'entreprise, de l'institution ou du service. Dans ce cas, le travailleur peut considérer que son licenciement n'a pas de motif valable, de sorte qu'on parlera de licenciement manifestement déraisonnable.